Tout de suite la parole à Madame Cécile Langle, coordinatrice des juges d'application des peines auprès du tribunal de grande instance de Lille, pour une intervention qui s'intitule « Justice et addiction, quelle réalité ?» Merci. Déjà, j'ai envie de vous dire que je ne vous donnerai absolument aucun chiffre, parce que j'en ai aucun, et aucun qui soit fiable. Je n'ai aucune idée, parmi les personnes que je suis, du nombre de personnes qui souffrent d'une addiction. Je n'ai aucune idée de la part de cette addiction dans le passage à l'acte. De ce fait, je ne vais pas m'avancer sur des choses que je ne connais pas. Je sais bien sûr que la plupart d'entre eux sont pour autant sous le coup d'une obligation de soins, ce qui peut déjà poser un certain nombre de questions. Je ne suis pas une spécialiste des addictions, si ce n'est que j'ai longtemps fumé des cigarettes, bien entendu, et que je sais la difficulté de se défaire de sales habitudes, et que bien des fois, dans les personnes que je peux suivre et qui sont soumises à leur addiction, eh bien, dans ce qu'elles me racontent et dans le parcours qu'elles décrivent, je me sens avec elles un certain nombre de points communs. Moi, j'ai envie de vous parler dans ce sujet-là, réalité, justice et addiction, j'ai plutôt envie de vous parler de nous, professionnels, amenés à intervenir auprès du public sujet à une addiction. J'ai envie de dire que souvent on est loin, justement, de la réalité l'un de l'autre, qu'il y a beaucoup de représentations, beaucoup d'idées reçues, chacun d'ailleurs pestant contre l'autre, supposé mal comprendre un certain nombre de situations. Il faut quand même pourtant bien se faire à l'idée qu'on va tous être amenés à intervenir à un moment ou l'autre dans la vie d'une personne sujette à une addiction. Pour la santé, ce sera possible toute la vie. Pour les professionnels de justice, ce sera sur une tranche de vie. Et moi, je trouve qu'il est essentiel pour les professionnels de justice de bien comprendre que, justement, nous ne sommes là que pour un bout de chemin. Notre intervention, elle est destinée à s'arrêter. Il faut donc prendre soin des relais que l'on peut trouver hors de nous. Il faut tout de suite permettre à la personne de trouver des soutiens, des intervenants hors de nous et préserver l'image qu'auront ces relais. Alors la justice, elle se questionne au niveau des addictions et elle va intervenir dans différents cadres, à différents moments et dans différents cadres de procédure. Ça peut être en procédure civile, devant le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants, lorsqu'on se questionne sur la capacité d'un parent à prendre sa place compte tenu d'un certain nombre de difficultés de comportement ou d'addiction. Bon, c'est quand même essentiellement au niveau pénal que l'addiction est questionnée. Et à différents stades de la procédure. Ça peut être sans jugement prévu, comme une alternative aux poursuites par le procureur de la République qui peut proposer une injonction thérapeutique. Et là, avec un médecin relais, se mettra un travail autour de l'addiction. Ça peut être dans une phase avant jugement, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, une obligation de se soigner à ce moment-là, même parfois un stage de sensibilisation. Ça peut être après jugement, en détention. Il y a notamment une forte incitation aux soins, ou en tout cas c'est comme ça que les gens le perçoivent, pour bénéficier de réductions de peine supplémentaires ou pour préparer un aménagement de peine. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a un afflux de demandes de suivi auprès des services de soins en détention qui peut quand même questionner sur la réelle envie des personnes d'être suivies, la sincérité de cette démarche-là, et puis des moyens que l'on mobilise. En milieu ouvert aussi, lorsque les personnes sortent de détention, ou si elles ne sont jamais allées en détention mais qu'elles sont suivies, le soin sera questionné à différents moments, sursis mise à l'épreuve, suivi socio-judiciaire, en bracelet électronique, en libération conditionnelle. Donc à tous ces stades-là, il peut y avoir une obligation de soins qui sera prononcée. Il faut savoir que, en théorie, lorsqu'une obligation de soins est prononcée de toute manière, elle est supposée pouvoir être réévaluée, donc ajoutée ou supprimée en cours de parcours. Il faut savoir aussi que lorsqu'on a une obligation de soins pour autant, c'est quand même assez compliqué d'en obtenir la levée. L'ajout, c'est souvent plus volontiers fait par les magistrats. Alors j'ai envie de revenir un peu sur ce qui nous sépare, professionnels de santé et de justice, mais j'ai envie de dire déjà les mots. Les mots nous séparent. Et nos missions peuvent sembler vraiment très différentes. Déjà dans notre manière de faire. Nous, on travaille dans le débat contradictoire. Les choses sont dites, elles sont au dossier.
les professionnels de santé sont dans le secret médical. Dans les objectifs, si on s'en tient, la justice, elle est là pour punir, elle est là pour protéger la société, alors en face, on a le soin, l'accompagnement du patient, soulager une souffrance, et là, on a l'impression que c'est deux mondes qui sont dans l'incapacité de se retrouver. En même temps, si on regarde les choses un peu autrement, et si on emploie d'autres mots, et si on considère que la justice, c'est pas seulement punir, protéger la société, mais que peut-être plutôt, justement, pour protéger la société, c'est la réinsertion qui compte, là déjà, on peut peut-être se regarder les uns les autres autrement. Le rôle du juge, c'est quoi? Il délimite, dit la loi, il fixe un certain nombre de limites. En matière pénale, l'idée, c'est d'être dans une dynamique de responsabilisation de la personne, de rechercher d'ailleurs son adhésion pour qu'il parvienne à investir une mesure de probation, mais aussi une mesure de soin, plutôt que d'être dans une attitude de soumission. Notre travail se situe aussi dans le temps, et nous sommes dans l'obligation aussi, si on veut avancer, être dans une pratique de réseau, de partenariat, de pédagogie. Il me semble que si on conçoit les choses comme ça, on doit être capable de se parler avec les professionnels de santé. Alors bien sûr, il y a aussi des facteurs qui sont extérieurs à nous-mêmes et à nos bonnes volontés et qui sûrement quand même nous polluent, j'ai envie de dire. Dans la politique pénale actuelle, on est dans une accentuation de la répression. Les peines n'ont jamais été aussi longues. On est dans un refus de banaliser, dans une réponse systématisée. Et on est aussi souvent dans une absence d'évaluation fiable, ce qui fait qu'on peut quand même se poser la question de l'opportunité de la fixation à un moment donné de l'obligation de soins notamment. Plus généralement encore, dans une société qui refuse tout risque et dans une société où le social est quand même relativement absent, eh bien on va en demander toujours plus à l'individu, au psychologue ou au psychiatre, aux soins contraints. Ce sont des choses que l'on a vues, notamment pour la psychiatrie. La psychiatrie a pris une place dans le processus décisionnel au pénal énorme, et on a développé de ce fait aussi l'obligation de soins. On a multiplié les expertises, on les a instrumentalisées. On leur a demandé de répondre à des questions impossibles pour un psychiatre, on leur a demandé de prédire une récidive, de décrire une dangerosité psychiatrique, si j'ai bien compris. Ça a du sens pour un psychiatre. Mais une dangerosité telle qu'elle est demandée, criminologique, personne n'a jamais su la définir. Si on ne définit pas une notion, elle est en soi dangereuse. Voilà, donc dans ce cadre-là, on s'est demandé des choses impossibles, incompréhensibles, et on n'a pas permis, à mon avis, et on n'a fait qu'accentuer un certain nombre de clivages. Il faut dire aussi qu'on a bien notre part, on est assez fréquemment, les magistrats, dans des processus standardisés. Et je suppose que ceux qui travaillent un peu avec la justice s'en sont rendus compte. On a ces espèces de serial réponses judiciaires. Conduite en état alcoolique, il y a un problème d'alcool, forcément. Obligation de soins pour l'alcool. Conduite avec stupéfiants, c'est vraiment un problème. Donc, allez, obligation de soins sur les stupéfiants. Trafic de stupéfiants, il vaut mieux qu'ils gagnent les sous honnêtement, allez, obligation de travailler. Comme si d'ailleurs, systématiquement, ce qu'on nous donnait à voir était vraiment la chose principale à traiter. Et puis, alors non seulement on a tendance à standardiser, mais en plus on met toujours, lorsqu'on évalue une difficulté, on va y mettre systématiquement, quasiment, une obligation. Comme si d'ailleurs, sans la fixation judiciaire d'une obligation, il ne se passait rien. Comme si sans fixation judiciaire d'une obligation, la personne ne travaillerait pas, ne chercherait pas à avancer, le SPIP ne travaillerait pas d'ailleurs non plus, si on ne lui donnait pas un certain nombre de lignes de conduite. Alors il y a aussi l'idée, généralement, que de toute façon, ça ne fait pas de mal. Ça ne fait peut-être pas de mal, je ne sais pas, peut-être quand même, et en tout cas, ça va encombrer peut-être un certain nombre de centres de soins de fausses demandes. Et je ne sais pas quelle image ça donne non plus des soins à la personne. Il y a aussi une sorte d'idée curieuse qui est de dire que si on force la personne, ça va forcément aider et que ça va la faire avancer, pensez-vous. Une personne qui est déjà engluée dans les addictions depuis un certain nombre d'années, qui en connaît la souffrance, qui en connaît le prix à payer socialement, familialement, et puis même qui sait ce qu'elle risque en termes de décision pénale, comment penser que cette personne, tout au long de sa vie,
n'a pas pu se sortir de ça, mais que par l'intervention miraculeuse de la loi et du juge avec une certaine fermeté et en fixant des obligations. Là, on est certain de nos résultats. Moi, je suis toujours aussi assez sidérée de voir à quel point la parole de la personne que nous suivons, parce qu'elle est délinquante, est assez facilement discréditée. Ce qui est en contradiction avec ce que nous cherchons à faire, ce qui est de la rendre acteur de sa propre vie. Et ce mécanisme de dépossession, moi je trouve qu'il est quand même présent, et il n'est pas présent que chez nous, il est présent depuis l'expert, aussi chez le SPIP ça a pu arriver, et aussi chez les magistrats. Chacun sachant mieux que la personne ce qu'il convient de faire, et va lui enjoindre, bien sûr dans son propre intérêt, de suivre un certain nombre de conduites. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que contraindre aux soins, finalement, est-ce qu'on le peut? Alors bien sûr, la loi le permet comme une mesure de protection, et ça se comprend bien quand on a des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques lourds et qui vont se mettre en danger ou mettre en danger les autres. Mais pour le reste, alors est-ce que la personne garde une marge de manœuvre? Elle peut refuser. Elle en risque des conséquences fortes, puisque la conséquence, ça peut être la révocation de sa mesure et le départ en détention. Elle peut encore, dans ce cadre-là, choisir vers qui elle souhaite aller en termes de soins. Après, il y a un certain nombre de magistrats qui donnent des lignes tellement précises que ça, tel centre de soins, minimum telle fréquence, parce que sinon c'est pas assez. Et en même temps, voilà, pourtant on sait bien que ça ne fonctionnera que si la personne elle-même est un petit peu dans une dynamique. Alors il y a des choses quand même qui ont été dites et discutées pour les magistrats. Il y a eu une conférence de consensus en 2013 sur la prévention de la récidive, et qui a mis en valeur des données scientifiques, des recherches qui permettent de se poser un certain nombre de questions. Cette conférence de consensus, elle a quand même mis en avant clairement la notion de parcours, l'idée que renoncer à une vie déviante, ça ne se fait pas sur un coup de tête, ça ne se fait pas en un instant, que tout est une question de parcours, d'accompagnement, et que dans ce parcours, il y aura des hauts et des bas, il y aura sûrement des rechutes, et que justement, elles font partie du processus de résilience. C'est donc finalement ce qui est demandé aux magistrats, un regard à plus long terme, au moins à moyen ou long terme, un questionnement à se faire par rapport à des nouveaux passages à l'acte, éventuellement d'ailleurs, ou à des non-respects d'obligations, pas être immédiatement dans une sanction, mais dans une meilleure compréhension de la situation et une réévaluation ensemble des objectifs que l'on peut se poser. Ce qui ressort aussi des travaux de la conférence de consensus, c'est que ce qui est essentiel, c'est la dimension sociale, familiale, professionnelle, financière, l'accompagnement, le soin, ce n'est qu'un élément dans l'ensemble. Et il doit rester à sa place. Alors c'est vrai qu'il y a aussi la question des attestations qu'on peut se poser avec cette manie des juges de tout le temps demander des attestations, et puis si possible bien précises, alors qu'il y a le secret médical, donc on est déjà bien embêté, ou des analyses qu'on ne sait même pas interpréter d'ailleurs, parce que alors encore, oui, bon, on peut se dire positif, négatif pour les stupéfiants, bon, on n'a pas besoin de faire des grandes études pour savoir, mais alors ces analyses biologiques en termes d'alcool, on les reçoit, on les regarde, on ne sait pas quoi en faire, et on dit sûrement n'importe quoi d'ailleurs. Là-dessus, mais enfin ça pose question, mais justement parce que ça pose question, moi ça me paraît important aussi de pouvoir à certains moments en parler ensemble. Moi je crois quand même que, malgré tout ce que je viens de vous dire, une obligation de soins bien comprise, elle a quand même sa place dans le système judiciaire, mais elle a sa place si elle est pensée. Et moi je pense que l'autorité judiciaire, elle peut quand même impulser des choses. À condition bien sûr de bien être d'accord, le projet thérapeutique, le maître d'œuvre, c'est toujours le patient. Alors au niveau du SPIP, il y a un travail aussi, service pénitentiaire d'insertion et de probation, par rapport aux personnes face à leur addiction, il y a souvent une manière de minimiser, voire un déni, et le travail du SPIP, c'est aussi de faire émerger une prise de conscience et à un moment donné, amener la personne vers l'idée de débuter des soins. Et en ce sens-là, l'attestation, ça peut quand même être un moyen de vérifier, mais alors à condition, en effet, d'éviter d'en faire un moyen d'échange ou de marchandage. Mais moi, je crois quand même que la qualité
du travail que les professionnels de santé pourront faire dans leur lien soignant-soigné dépendra aussi de la manière dont le SPIP ou le magistrat aura présenté les choses. Alors moi, je vais vous donner juste un exemple sur une ancienne conférence comme ça, justice, alors c'était justice et psychiatrie. J'avais entendu un professionnel de santé dire un certain nombre de choses et j'ai complètement du coup modifié ma pratique. Moi, quand je recevais des personnes qui souffraient d'addiction et qui étaient sous traitement de substitution, pour engager la conversation, je trouvais intéressant de leur demander quel traitement ils prenaient et quelle posologie. Alors évidemment, ce n'était pas pour en faire quelque chose, j'y connais rien de toute façon. Donc, mais c'était une manière d'engager la conversation. Systématiquement, j'avais comme réponse, je prends ça, oh là là, mais je vais diminuer ou je vais arrêter. J'en disais rien, parce que de toute façon, j'avais rien à en dire, ni connaissant rien, bien sûr, mais je poursuivais mon entretien comme ça, j'avais l'impression d'avoir créé une proximité. Et suite à cette conférence où j'avais entendu que vraiment c'était pas du tout la chose à faire, désormais, d'abord je pose pas la question du traitement ou de la posologie, je demande où elle en est la personne et si elle est aidée, et il me dit ce qu'il a à me dire. Et pour ceux qui me disent mais je vais diminuer ou je vais arrêter, je dis oh là là, attention, attention, je suis pas médecin et faites attention, ne faites rien sans l'avis de votre médecin. Et puis moi en tout cas en tant que juge, ça ne me regarde pas. Il y a des gens qui vivent toute leur vie avec un traitement de substitution et qui trouvent un équilibre, peu importe. Donc, à vous de voir avec votre médecin. Et je m'aperçois maintenant, dans les entretiens, en ayant cette attitude, que la personne se détend et que l'on peut se parler. En conclusion, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, déjà, il faut cesser de penser qu'on sait mieux que la personne et qu'il faut être un petit peu à son écoute. Il faut cesser de penser que le soin est déterminant. Ce qui est déterminant, c'est la réinsertion. Et c'est ça qui est efficace dans un dispositif de probation. Il faut cesser aussi, je pense, de demander un peu n'importe quoi aux soignants et les permettre ainsi de mieux travailler ensemble et de lever quelques défiances pour retrouver chacun un peu de sens dans notre travail. Dans mon travail de juge, en tout cas, je ne suis pas là pour focaliser sur un seul facteur de passage à l'acte, mais sur des clignotants. Donc c'est donc un travail de longue haleine. Et dans ce travail-là, moi, j'ai besoin de m'entourer de divers partenaires. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, bien sûr, c'est mon partenaire naturel. Il y a aussi des avocats qui accompagnent les personnes, et de plus en plus dans les phases d'exécution des peines. Il y a bien sûr tous les autres partenaires, la police, la gendarmerie, la santé, bien sûr, à sa place, les associations, les professionnels de réinsertion, de travail, des loisirs, les élus, enfin, tout ce qui fait la vie d'une personne. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la délinquance, la justice, c'est l'affaire de tous. Je vous remercie de votre attention.